Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de cryptographie. On va faire de la cryptographie asymétrique. On va parler de l'algorithme RSA et de quelques attaques simples qui peuvent être faites dessus. Alors d'abord on verra ce que c'est le chiffrement RSA. On fera trois cas de factorisation. Et enfin, la pratique, mais à chaque cas de factorisation, on fera un exemple. Alors, cryptographie asymétrique, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de crypto, enfin, c'est pas la première vidéo de cryptographie que j'ai fait, je vais pas répéter à chaque fois ce que c'est la cryptographie. Là, je vais reparler de la cryptographie asymétrique. Euh, Cryptographie asymétrique, on va utiliser plusieurs clés. Il y a le concept de clé publique, clé privée, en fait, en cryptographie asymétrique. Et donc notamment la clé publique va être utilisée pour chiffrer un message et la clé privée pour déchiffrer. Donc c'est pour ça que c'est asymétrique, parce qu'on n'aura pas la même clé qui va être utilisée selon si on veut chiffrer ou si on veut déchiffrer un message. Euh, il y a plusieurs exemples d'algorithmes. On a l'algorithme RSA dont on va parler aujourd'hui, l'algorithme El-Gamal. Il y a des algorithmes basés sur les courbes elliptiques qui sont des algorithmes de cryptographie asymétrique, donc qui reprennent le principe de clé publique, clé privée. Euh, Bon, il n'y a pas que du chiffrement, hein, il y a aussi de la signature qui peut être fait, il y a de l'échange de clés, voilà. La cryptographie, ça englobe pas que le chiffrement. Euh, mais bon, là aujourd'hui, on va parler que du chiffrement sur RSA, on peut aussi faire de la signature avec RSA. Euh, la- les caractéristiques de cryptographie asymétrique, c'est pas très rapide. Euh, pour chiffrer des gros blocs de données ou des grosses quantités de données, c'est pas terrible. Et, mais on n'a pas besoin d'échange de clés au préalable. Puisque comme on chiffre avec une clé qui est publique, bah, ça pose pas de problème. Euh, Contrairement à la cryptographie symétrique, on va chiffrer avec une clé qui doit rester secrète. Alors, un petit exemple, on a Alice et Bob qui veulent le communiquer, et Alice veut envoyer un fichier à Bob, mais préfère que son fichier soit chiffré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alice va prendre la clé publique de Bob. Bob, il a une paire de clés publiques, clés privées. Alice aussi. Mais là, Alice va avoir besoin de la clé publique de Bob. Donc c'est celle qui est en vert, qui est ici. Bob, lui, il a aussi sa clé privée en rouge, mais la clé privée en rouge, c'est le seul à la connaître. Bob ne va divulguer en aucun cas sa clé privée à n'importe qui. Euh, Juste la clé publique, bah, elle est publique, donc elle peut être sur un répertoire, voilà. Donc Alice va récupérer la clé publique de Bob, ici, et va l'utiliser pour chiffrer le document, et pour l'envoyer à Bob. Eve, elle voit passer ça, elle connaît la clé publique, elle voit le document chiffré, mais en fait, sans la clé de déchiffrement, il est impossible de déchiffrer le document. Même Alice, qui elle-même a chiffré le document avec la clé de Bob, bah après elle ne sait pas le déchiffrer, parce qu'il faut une autre clé pour le déchiffrer. Bob, lui, c'est le seul à connaître sa clé privée, il va l'utiliser pour déchiffrer le document. Donc on voit ici qu'il n'y a pas eu d'échange de clés qui a dû être fait, simplement. Enfin en l'occurrence Bob ici, peut partager publiquement sa clé publique sans problème, et donc ça permet de directement pouvoir lui envoyer un message chiffré. Si Bob voulait répondre à Alice en lui envoyant un message chiffré aussi, il aurait utilisé les clés d'Alice, la clé publique d'Alice. Là, je n'ai pas dessiné parce que j'ai fait un exemple simple, mais voilà, il faut s'imaginer que quand on veut chiffrer un message, on va utiliser la clé publique du destinataire. Alors, concrètement, comment ça marche? Concrètement, le chiffrement RSA, en fait, sa solidité, c'est que c'est très facile de multiplier deux nombres premiers entre eux, mais c'est beaucoup plus difficile de retrouver les deux nombres premiers multipliés, donc les deux facteurs premiers, en connaissant le résultat de la multiplication. On va voir ça juste après. D'abord, on va parler du fonctionnement du RSA et comment on construit les clés.
Alors pour construire les clés, imaginons Bob, il a dû construire sa clé publique et sa clé privée, et les deux sont dépendantes, on va dire, elles ont un lien, quoi. Donc Bob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi deux nombres premiers, P et Q. Dans la pratique, des nombres quand même assez grands, hein, donc 2048 bits, c'est pas mal, enfin, c'est même bien. Donc il va choisir deux grands nombres premiers, P et Q, et il va les multiplier entre eux. Et ça va former un nombre qu'on appelle n. Il va calculer ensuite phi de n. Alors phi de n c'est ici. Phi de n c'est p-1 fois q-1. Comme il connaît p et q, c'est lui qui les a choisis, bah, il peut calculer phi de n. Ensuite il va choisir un nombre e qui va être premier avec phi de n. D'accord, donc c'est pas très compliqué à trouver. Et ensuite, typiquement, il y a juste à prendre E qui est premier. En général, on prend E égale 65 537. Et, c'est quand même assez souvent un bon candidat, et c'est très souvent premier avec phi de n. Et on va prendre le nombre D, qui va être l'inverse de E modulo phi de n. Vu que E et phi de n sont premiers entre eux, on est sûr que D va exister, que l'inverse de E modulo phi de n va exister. Pour rappel, l'inverse de E, c'est modulo phi de n, c'est le nombre par lequel il faut multiplier E pour avoir 1 modulo phi de n. L'inverse d'un nombre, dans tous les cas, l'inverse d'un élément, c'est quand on multiplie un élément par son inverse, on obtient le 1 dans l'ensemble dans lequel on travaille. Bah là, c'est le cas. D, c'est l'inverse de E, c'est-à-dire que si je fais E fois D, modulo phi de n, ça va me donner 1. La clé publique, ça va être le couple NE, donc le couple, la multiplication ici, et E, le nombre premier, avec phi de n. Et la clé privée, ça va être le couple N et D. Enfin, N est public, parce qu'il fait partie de la clé publique, mais c'est surtout D qui est privé. Alors, je vous disais tout à l'heure que du coup, il était très difficile de factoriser un nombre quand des conditions sont réunies. Parce que oui, il faut remplir des conditions dans les nombres qui ont été choisis ici. Mais quand les clés sont bien choisies, sont bien générées, pour déchiffrer, enfin factoriser n, c'est très difficile. Dans la clé publique, ici, on connaît n et e, mais on ne connaît pas p, on ne connaît pas q, on ne connaît pas phi de n, on ne connaît pas d. On connaît uniquement n et e. Et donc tout l'enjeu, si on veut retrouver la clé privée à partir de la clé publique, ça va être de n, à partir de n, retrouver p et q. Si p et q sont assez grands, ça va être très compliqué de retrouver n. De retrouver p et q, pardon. Bon, on va voir là 3 techniques pour le faire, mais franchement, c'est vraiment des cas particuliers. Mais on comprend bien qu'une fois qu'on a retrouvé P et Q, bah, on peut tout refaire. On peut recalculer phi de n, on peut retrouver D qui est l'inverse de modulo phi de n, puisqu'on connaît E, on aura trouvé phi de n, et puisqu'on aura trouvé D, et ben on aura notre clé publique, notre clé privée sera ND. Donc en fait, tout l'enjeu là, ça va être d'arriver à refactoriser n pour trouver P et Q et donc reconstruire la clé privée. Et c'est sur ce problème-là que repose la sécurité de RSA. C'est le fait que pour factoriser un nombre n, un grand nombre, en produit de deux nombres premiers, bah ça peut être très compliqué. Et impossible à faire sur des ordinateurs classiques en un temps raisonnable. Alors on va prendre un petit exemple de construction de clé. On va choisir P et Q, par exemple 947 et 691. C'est les nombres premiers que j'ai choisis. C'est pas très grand, hein, on est d'accord, mais c'est un exemple là, pour éviter de remplir tout l'écran. Donc on va calculer n, on va faire la multiplication de P et de Q et on obtient 654 377. Et on va calculer phi de n aussi parallèlement. 946 fois 690, donc c'est bien P-1 fois Q-1, et on obtient 652 740. On choisit un nombre E, qui est premier avec 652 740. On prend E égale 65 537, c'est déjà un nombre premier. C'est quand même un très bon candidat, c'est celui qui est utilisé en général
pour les clés RSA. Et on va choisir D, enfin on va pas choisir plutôt, on va le calculer, pardon. D, ça va être l'inverse de E modulo phi de n. Donc dans notre exemple, ça va être l'inverse de 65 537 modulo 652 740. Et ça nous donne 361 613. Donc notre clé publique, c'est le couple NE. Donc c'est le couple 654 377 qu'on a là et 65 537 qu'on a là. Ça, c'est la clé publique. La clé privée, ça va être le N et le D, 361 613. On voit qu'effectivement, alors dans cet exemple-là, c'est très facile de refactoriser. 654 377, c'est pas très très grand. Et ça se fait très facilement de retrouver que c'est 947 fois 691. Et une fois que j'ai ça, je peux recalculer phi de n, je peux recalculer t, et je peux redéduire la clé privée. On voit donc que c'est critique. Si on sait factoriser en nombre n, on casse les clés RSA. Alors à partir des clés, maintenant c'est super, mais on va vouloir chiffrer un message. Ou le déchiffrer. Alors comment on va faire? Eh bien c'est très simple, la partie de gauche, c'est le chiffrement. Alors pour chiffrer un message, on va noter grand M, ça va être notre message en clair. Grand M, c'est un nombre, mais pour faire la correspondance entre une chaîne de caractères, une suite d'octets, pour faire la correspondance entre ça et un nombre, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la table ASCII. Je ne vais pas du tout expliquer comment ça marche là. C'est vraiment basique. Et ça marche aussi à l'envers. À la fin, on pourra retrouver à partir du nombre, on retrouvera une chaîne de caractères ou une suite d'octets. Donc on prend notre grand N, c'est notre message en clair, c'est un nombre. Et on va faire l'opération suivante. On va faire M puissance E modulo N. E, c'est le E de la clé publique, donc le 65 537 en général. Et N, c'est le N de la clé publique. Donc pour chiffrer un message avec une clé publique, typiquement ce que Alice a fait avec la clé publique de Bob, c'est qu'elle a pris son message M en clair, elle a fait M, puissance E de la clé de Bob, modulo N. Et ça donne un nombre qui s'appelle grand C, et grand C c'est le message chiffré. Alors par exemple, on va imaginer que notre message M à chiffrer soit 1337. Ce que Alice va envoyer à Bob, elle va envoyer le nombre 1337. Pour pas que Eve lise que c'est 1337, et ben Alice va chiffrer ça avec la clé publique de Bob. Le fait de chiffrer avec la clé publique de Bob, c'est que Bob va pouvoir déchiffrer avec sa clé privée. Comme les deux clés sont liées, on va dire, et ben ça va fonctionner. Donc Alice, elle va calculer 1337, puissance 65 537, modulo 654 377. Et ça va donner 198 887. Ça, c'est un nombre chiffré. Et donc, elle peut l'envoyer à à Bob, pardon. Petite chose juste à noter, que je n'ai pas détaillé ici, enfin que je n'ai pas précisé. Le message à chiffrer M doit être plus petit que N. Il doit être plus petit que la clé, une composante de la clé publique. Donc, Bob, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir le 198 887. Hop, il le reçoit, c'est son message chiffré. Et pour retrouver le message en clair, il va faire C, puissance D, donc le D de sa clé privée, son D à lui qui est vraiment secret, modulo N. Donc, Bob, il a reçu 198 887. Il fait ça, puissance 361 613. Donc là, j'avais repris la clé publique, clé privée qui est de l'exemple juste avant. Et modulo 654 377. Et ça donne combien? Ça donne tout simplement 1337. Il retrouve bien le message initial qui a été envoyé par Alice. Donc ça fonctionne. Quand on utilise la clé publique et la clé privée qui sont tous les deux liés, on retrouve bien en fait le message initial correctement.
Maintenant, c'est super d'avoir fait ça, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est casser des clés RSA. Alors, première méthode de factorisation, la plus simple, si par exemple on a P et Q qui sont trop petits, nos deux nombres premiers qui sont trop petits, bon, on peut les retrouver. On a juste brute force, et puis on retrouve. Typiquement, c'est ce qui peut se passer là. Là, on a P et Q qui sont bien trop petits, et ben on peut les retrouver. Donc, ils sont trop petits. Autre cas que j'ai pas noté ici, c'est quand ils sont connus. Quand le n de la clé publique est connu, et dont la factorisation est connue, bah, on peut retrouver directement le P et le Q. Il y a un site c'est une base de données, on lui donne un nombre et il peut nous trouver les facteurs. Je vous le montrerai après. Ça peut être pratique. Et donc, comme j'ai dit, à partir de P et Q, bah, on reconstruit la clé privée. On peut reconstruire la clé privée à partir de P et Q et de E, qui est la dernière composante de la clé publique. Et ben, le site c'est celui-là, c'est factordb.com, donc database de facteurs en fait, qui répertorie plein de noms. On lui donne un grand nombre n et il peut nous trouver. S'il l'a dans sa base de données, il nous trouve la factorisation. Sinon, on a la fonction factor dans SageMath qui peut aussi faire le taf, qui peut être assez pratique. Alors on y va, on va faire un petit cas. On va aller donc sur le GitHub, dans Vidéo Crypto RSA factorisation simple, et dedans vous avez un fichier qui s'appelle chal.txt. Donc on va aller le chercher. Et qu'est-ce que je voulais dire? Hop, on va aller ici. Alors d'abord je vais récupérer tout ça. Voilà. Crotte. Hop. Et je vais coller ça. Donc là, j'ai quoi? J'ai un nombre n, c'est ma clé publique, et E, ça c'est ma clé publique. D'accord? Et ça, le C, c'est le message qui a été chiffré. Notre objectif, c'est de retrouver la clé privée à partir de la clé publique ici, pour déchiffrer le message. Comme le titre de la vidéo, enfin le titre oui, de la vidéo c'est factorisation, on va devoir factoriser n. Alors n, il est pas très grand, enfin si quand même, si, il est quand même bien grand. On va pouvoir le passer dans factordb, parce que je ne l'ai pas non plus choisi au hasard. Il est dedans. Donc factordb.com, c'est très simple. Hein. Tout simplement, il y a un petit encadré, hop, on rentre notre nombre dedans, la copier-coller, et factorize. Il va chercher dans sa base de données, il a trouvé deux nombres, qui sont les deux facteurs de n. C'est super. Là, on a un premier nombre, lui, c'est p. Donc je vais pouvoir le mettre là, p égale ça, et bah q va être automatiquement égal à n sur p. D'accord? Mais je vais pouvoir le mettre ici. Hop. On va revenir en arrière et on va chercher le deuxième nombre qui est ici. Hop. On peut faire un petit assert p fois q est égal à n, comme ça on s'assure que c'est bon. Donc voilà, donc p et q ce sont des nombres premiers, et on voit qu'ils sont quand même assez grands. Donc, pour reconstruire notre clé privée à partir de ça, on a besoin de... Bon, on a p et q, donc on va calculer phi de n. Donc phi, ça va être égal à p moins 1 fois q moins 1. Et d, ça va être égal à l'inverse de e modulo phi de n. Alors ça, c'est très simplement en Python. On fait pow e moins 1 n. Donc la fonction pow, elle prend 3 arguments. Donc ceci, elle peut peut-être en prendre 2. Bon, elle prend en premier argument, elle prend la base, en fait. Donc là, c'est le e. En deuxième argument, c'est l'exposant. Et en troisième argument, c'est le module. Et ben nous, on est modulo phi de n, pardon. Et moins 1
parce qu'on fait puissance moins 1, c'est pour faire l'inverse. L'inverse, c'est puissance moins 1. Et c'est l'inverse de E. Et donc on a trouvé D, et à partir de là, on a notre clé privée, parce qu'on a N, et on a D. Et donc ça constitue notre clé privée. Donc on y va. C, M est égal à PO de C puissance D modulo N. Si vous vous souvenez, les formules que on avait ici, c'est ça. Donc M c'est égal à C puissance D modulo N. Et à partir de là, donc, je peux l'afficher, print M. Alors le problème, c'est que M, me le dit en plus ici, hein, M c'est un entier. Donc, là j'ai un entier. Mais nous, on va le convertir en chaîne de caractères. Et pour ça, on va importer une librairie dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Hop, celle-là. Libnum. Libnum, ça contient plein de fonctions pour la libre pour des nombres. Donc voilà, juste à regarder un petit peu. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas là-dedans, mais en tout cas, ça va être pour convertir un nombre en une chaîne de manière très simple, la fonction n to s, hop, qui va simplement convertir, comme ça l'indique, number to string. Alors en réalité, ça va me retourner des octets, number to string, mais ça retourne des octets. Donc on peut aussi le décoder. Voilà, si on est sûr que ce sont des chaînes, des caractères affichables. Donc on convertit simplement de nombre vers une chaîne, le nombre n, m qu'on a récupéré juste avant. Donc c'est parti. Hop. Et là, on a donc notre premier flag, c'est flag thanks factor_db. Donc pourquoi est-ce qu'on a réussi à factoriser n? Parce qu'il est connu, la factorisation de n est connue et elle est répertoriée dans une base de données. Deuxième cas de factorisation qu'on peut voir pour le coup, oui, c'est avec la factorisation de Fermat. La méthode de Fermat, ça marche quand P et Q sont assez proches l'un de l'autre. Typiquement, ça veut dire que voilà, là on aurait pris 947 et je sais pas 953 par exemple. C'est pas très éloigné, c'est quand même très proche l'un de l'autre. Et donc à partir de là, on peut retrouver P et Q en sachant qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. Alors l'astuce, c'est de poser P qui est égal à A plus B et Q qui est égal à A moins B. Et de se dire que A c'est un très grand nombre et que B c'est un tout petit nombre. Mais qu'en fait, comme P et Q sont assez proches l'un de l'autre, ils vont tourner à peu près autour de A. Ils vont être A, qui va être un grand nombre, plus un petit truc pour P, et moins un petit truc pour Q. Et l'idée, ça va être donc d'exprimer N en fonction de A et B, et de dire, comme N c'est égal à P fois Q, ça va être égal à A plus B fois A moins B. Et ça, on sait depuis le collège que c'est égal à A carré moins B carré. Et on va se servir de ça. On va se servir du fait que n est égal à a carré moins b carré pour retrouver a et b, qui nous permettront de retrouver le p et le q. Alors on va poser a qui va être égal à la racine carrée de n. On sait que a ça va être à peu près égal à la racine carrée de n, puisque si p et q sont assez proches l'un de l'autre, ils vont être assez proches de la racine carrée de n. Donc on pose a égale racine carrée de n, et l'astuce ici, en fait, ça va être d'isoler b. Bon, j'ai pas mis le détail du calcul, mais si vous isolez b carré, vous obtenez que b carré est égal à a carré moins n. Et donc, on va calculer a carré moins n. Si a carré moins n, c'est un carré parfait, alors ça veut dire que on a trouvé a carré moins n
enfin, si la carré moins n est un carré parfait, alors c'est-à-dire que le résultat, ce carré parfait-là, c'est b au carré. Et donc on a a et on a b. Si c'est pas un carré parfait, ben on va prendre simplement a plus 1. On va incrémenter a de 1 si a carré moins n n'est pas un carré parfait. Donc c'est parti, on va mettre en pratique ça. Donc toujours pareil sur GitHub, donc ça on n'a plus besoin. Sur GitHub, c'est dans factorisation ferma chal.txt. On récupère tout ça. Oui, on va faire ça tout simplement. Tac. Je vais l'appeler ferma.py et je récupère ça. Comme avant, je vais importer hop, ça va aller plus vite. Je suis pas en forme. Voilà. Et alors là, cette fois-ci, on va devoir mettre en place l'algorithme pour factoriser P, enfin N en P et Q. Alors, on va donc commencer. Dans les menus, il y a une deuxième fonction qui est cool, c'est nRoot, qui permet de calculer la racine nème d'un grand nombre. Donc on y va. On va partir. Donc A, on va partir à la racine carrée de n, base 2, en base 2. Donc c'est la racine carrée de n. Et B, en fait, ça va être B au carré. B au carré, ça va tout simplement être la valeur absolue de A carré moins N. Alors on fait toujours la valeur absolue. Et il va falloir une petite fonction pour savoir si B carré c'est bien un carré parfait. Parce que là, on supposait que c'était B carré, mais en fait, c'est pas toujours un carré parfait. Donc, ça va tout simplement être si N c'est égal à sa racine carrée qu'on a remis au carré. En fait, nRoot, ça va prendre la racine carrée, mais la tronquer, en fait. Et return truncated nth root of x. Donc en fait, si n n'est pas un carré parfait, en fait, il va prendre la racine carrée, il va simplement enlever toute la partie décimale, il va garder que la partie entière. Donc ce ne sera pas la racine carrée exacte. Ce qui fait que quand on va remettre au carré ce résultat, ça peut ne pas retomber sur n. Si par contre n est un carré parfait, eh bien la racine carrée qu'il va y avoir ici, ça va être la vraie racine carrée de n, puisque ça va être un nombre entier. On va la remettre au carré, on va bien retomber sur n. Et donc de cette manière, on saura si n est ou non un carré parfait. Donc tout simplement, on va dire, tant que b carré n'est pas un carré parfait. Donc is square b carré. Alors oui, là je l'ai appelé n, mais parce que c'est un paramètre de la fonction, ça n'a pas de rapport avec le n qu'on a ici. Tout simplement, tant que b carré n'est pas un carré parfait, en fait, entre guillemets, on va simplement incrémenter a de 1, on va recalculer b carré égale abs de a carré moins n. Hop. Une fois qu'on est sorti de la boucle, on sait que donc b carré est un carré parfait. Et donc, on va simplement recalculer b qui va être égal à la racine carrée de b carré. À partir de là, p ça va être égal à a plus b, q ça va être égal à a moins b. Et on peut refaire comme avant. On va d'ailleurs copier-coller cette partie-là. Et voilà. La seule chose qui change en fait, c'est la factorisation. Comment est-ce que ça marche? Donc on peut y aller. Python, c'est ferma. Hop, et voilà, et là on a trouvé. Alors on peut afficher P et Q d'ailleurs.
P égale ça et Q égale ça. Et en réalité, ces deux nombres-là sont quand même assez proches. On voit qu'on a 0,4, 0,75, 755. Et voilà, ça se diffère ici. Là, on est en... à partir jusqu'au 9, en fait, c'est égal. Et après, c'est 1611 et 0,501. Donc, c'est quand même assez proche l'un de l'autre. Et donc, la factorisation de Fermat nous a permis... enfin, la méthode de Fermat nous a permis de factoriser le nombre n ici en ces deux nombres premiers-là, qui sont très proches. Et donc on a reconstruit la clé et déchiffré le message. Troisième méthode, elle va être un peu plus tricky, un peu plus complexe, on va dire. Ça va être avec des polynômes. Alors il faut savoir que factoriser un polynôme, c'est quand même simple. En soi, c'est quand même plus simple que factoriser un nombre. Donc l'idée, c'est de transformer notre nombre, le représenter comme un polynôme qu'on va pouvoir essayer de factoriser après. Donc on y va. Le mieux, c'est que je vous montre en pratique. Hop. Du coup, là, c'est dans factorisation de polynômes ici. Ok. Alors on va donc passer on va repasser à un petit truc pratique, une petite interruption. Donc je récupère, hop, les nombres. Alors oui, du coup, on va utiliser sage. Ok, donc on va regarder à quoi ça ressemble. Hop. Donc, alors vous avez n.str qui permet d'afficher en certaines bases. Là, on va regarder en base 16. Et si on regarde en base 16, on peut s'apercevoir d'une chose. Donc ça, c'est les fonctions qu'il y a dans SageMath qui n'existent pas en Python natif. C'est pour ça que j'utilise SageMath, pour après aussi pouvoir factoriser un polynôme. Alors on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on a des blocs comme ça. En gros, un bloc ici de nombres, un bloc là, voilà, et un bloc là, qui commence au 4 en réalité. Ok? Donc un bloc qui fait comme ça. Tac. Et ça, c'est quand même assez caractéristique, on va dire. Et quand on voit ça, on se dit, c'est bon, on peut factoriser. Donc là, on est en base 16. Donc on va récupérer ce premier bloc ici. Donc je vais l'appeler poly. Hop, ça va être égal à ça. Par contre, pas oublier de mettre un 0x devant pour vous dire que c'est de la base 16. Fois... Alors fois combien du coup? Parce que ça veut dire qu'on est en ça, à cette partie-là, là, ici, fois quelque chose, qui permet de le ramener ici, plus ça fois quelque chose, plus ça fois quelque chose. Et bien ce quelque chose, ça va être tout simplement 16 à une certaine puissance. On est en base 16. De la même manière que quand j'écris 1, 2, 3, 4, 5, je vais l'écrire ici d'ailleurs parce que ça va un petit peu mieux se voir. De la même manière que quand j'écris 1, 2, 3, 4, 5 sur Python, enfin en nombre décimal, j'obtiens 5 fois 10 puissance 0, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 3 fois 10 puissance 2, etc. Et donc, au final, par exemple, ce 1 là, le 1 ici, il a été multiplié par 10 puissance 4, parce que j'ai 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Et bien là, on va pas être en base 10, mais on va être en base 16, mais la logique sera la même. On va compter combien j'ai de chiffres juste là. Hop. Donc l'N de ce qu'il y a là, j'en ai 512, et donc je sais que j'ai multiplié par 16 puissance 512. Voilà, donc ça c'est poly. Donc c'est ça fois 16 puissance 512. Alors la puissance, on peut la noter comme ça dans SageMath. Ça va compter comme une puissance. Par contre, dans Python, ça va être différent. Ça va être un XOR et donc il ne faut pas se tromper. Mais sinon, vous pouvez utiliser la notation avec les 2 étoiles. C'est la même chose. Donc, on passe au deuxième bloc. On a tout ça ensuite.
Alors, juste pour montrer une petite chose, c'est qu'effectivement, quand je prends ça, si je fais l'affiche en hexadécimal de ça, hop, j'obtiens bien ça. J'obtiens bien le bloc que j'avais là et tous les zéros ici. C'est bien mon 16 puissance 512. Ok. Donc maintenant, on va y ajouter ça. On va y ajouter cette partie-là. Donc c'est ça. Et on va faire une chose. On va regarder tout ce qu'il y a de à partir du 0 ici jusqu'à la fin. Len. J'en ai 256. Donc j'ai 16 puissance 256 fois 16 puissance 256. Et on va ajouter le petit bout à la fin. C'est ça. Bah, on n'a pas à le multiplier. C'est juste plus ça. 0x, hop, qu'est-ce que je fous? 0x, ça. Alors si je prends ça, bon, c'est un polynôme, il n'y a pas trop de variables dedans, mais si je peux regarder, ah, certes, n égale poly, c'est bon. Donc j'ai bien exprimé mon nombre n de cette manière. L'astuce ici, c'est que nous, bah, on va le vouloir en un polynôme, donc on va poser notre inconnu, notre variable, ça va être 16, donc on va faire ça. Tac. Et donc on aura un truc fois x puissance 512, plus un truc fois x puissance 256, plus un truc. Et donc, c'est pareil, SageMath autorise qu'on rentre un x ici, va pas nous crier dessus pour nous dire qu'on l'a pas défini. Ça, SageMath, il comprend très bien que c'est un polynôme. Et donc si je lui donne ça, si je donne ça comme ça, voilà, bah il comprend. Et donc, poly, c'est ça, et il nous le raffiche en tant que polynôme. Bon, là, il a remis les valeurs en décimales, mais ça revient au même. Et donc, le truc, bah maintenant, c'est qu'on va essayer de le factoriser, ce polynôme. Donc, c'est parti. On va faire un poly.factor list. Et voilà. Et alors, factor list, il nous a trouvé, quand il peut, il nous factorise le polynôme. Il nous donne une liste de deux polynômes, tels que quand on multiplie les deux polynômes qu'on a ici entre eux, et ben on retrouve celui-là. Ça, c'est super. Parce que pour le coup, ça veut dire que donc je vais pouvoir récupérer les polynômes ici. Je peux récupérer le premier. Donc c'est poly en factor list. Donc factor, je l'appelle poly.factor list. Donc c'est le 0. Donc c'est cette chose-là. Et là, on a besoin uniquement du polynôme et pas du petit 1. Donc on va refaire la même chose. Hop, et là, on a récupéré que le polynôme. Donc c'est super. On va faire ça. Et ensuite, on va évaluer ça. On va remplacer le x par le 16 qu'on avait précédemment. On se rappelle qu'on avait remplacé 16 par x pour pouvoir avoir un polynôme qu'on factorise. Et ensuite, une fois qu'on a ça, le x ici, j'ai juste à réévaluer ce polynôme-là avec x égale 16. Et ça me donne un nombre. Si je prends ça pour x égale 16, je ne sais pas trop si ça va marcher. Voilà, ça a fonctionné. Et ben là, j'ai un nombre. Et ça, c'est un nombre p. C'est un des deux premiers facteurs. Enfin, un des deux facteurs premiers, pardon. Qui a été évalué avec ce polynôme-là. Mais après, on va pouvoir le faire avec celui-là. Hop. Q, ça va être la même chose. Sauf que plutôt que de prendre le premier polynôme, premier facteur, on va prendre le deuxième, qu'on va évaluer aussi en x égale 16. Et ensuite, pareil, on refait la vérification. Assert p fois q est égal à n. Et après, on reprend tout ce qu'on a fait là. On peut les afficher aussi, tiens. Hop, et voilà. Alors, petite chose, on va donc importer
On a juste besoin de int.s. Petite chose aussi, il faut lui mettre un int, parce que sinon SageMath ne va pas être content. Et voilà. Et donc si jamais vous voulez installer une librairie depuis SageMath, qu'elle soit utilisable par SageMath, vous allez dans l'interpréteur, point d'exclamation, pip 3, install, bah là en l'occurrence c'est Limnum. Mais bon, il va me dire que c'est bon. Requirements already satisfied. Peut-être que vous c'est pas bon, ça va l'installer tout simplement. Ok, et bah à partir de là, on va juste lancer le programme, donc sage, polynôme.sage. Et voilà. On a donc trouvé P, on a trouvé Q, et on a retrouvé le flag. À partir de P et Q, on a reconstruit comme avant la clé privée, et on a déchiffré le flag. Donc voilà. Donc ça clôture la vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. En attendant, vous pouvez aussi vous réentraîner sur les exos sur GitHub. Vous avez toute la section RSA dans le CryptoHack qui est dans... alors soit ça peut se faire là-dedans, dans Courses, ou alors dans les challenges ici. Vous avez RSA et là ça reprend en fait les principes du RSA pas à pas. Et après sinon ça va être dans la cryptanalyse sur Rootme où vous avez des différents challenges de RSA justement. Ou le premier, c'est sur la factorisation. Donc si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Discord ou alors vous pouvez laisser un commentaire dans la vidéo. Voilà, à une prochaine fois.